regarde juste après, par rapport au référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, comparaison 2018-2020, qui là aussi fait l'objet d'une note qui a été travaillée dans le cadre de la chaire Outre-mer. Martial, je vous laisse commenter. Oui, je vais peut-être me concentrer sur les projets plutôt que le commentaire des quatre cartes au fond. Qu'est-ce qui représentait? C'est l'évolution du vote par commune et bureau de vote aux deux scrutins 2018, de référendum 2018-2020. Ce qu'on observe, c'est une grande stabilité. Alors peut-être que la carte suivante montre, quand on tient compte évidemment de la densité de population, les choses sont différentes, la focale est différente. On voit bien ici la portée et l'importance du vote à Nouméa. Mais ce qui nous a surtout frappé, et c'est la raison pour laquelle mon collègue Sylvain Brouard, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé sur un dispositif d'enquête auprès... c'est très compliqué d'enquêter en Nouvelle-Calédonie pour avoir des échantillons de qualité irréprochable. Et je crois qu'on y est parvenu, et nous observons des choses qui sont assez régulières dans tous les processus référendaires. C'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'était vrai au Québec, c'était vrai en Écosse. Il y a un certain nombre de permanences, je dirais presque socio-démographiques, la question de l'âge, la question du sexe, la question du revenu, la question de la localisation géographique, qui permettent de comprendre, au fond, et nous allons, bien sûr, au cours des prochaines semaines, nous préparer pour la prochaine échéance référendaire, à essayer de comprendre tout simplement si ce que nous avons observé en 2018 et 2020, vous voyez quand même peut-être la carte d'avant, parce que on voit en termes de couleurs très peu de différence. On voit que vous avez en rouge, alors la légende est masquée, mais en rouge le vote oui, en bleu, les tonalités bleues, le vote non. Bon, vous voyez qu'il y a très peu de différence en l'espace de 2 ans. On est sur l'épaisseur du trait, mais cette épaisseur, elle a quand même toute son importance, parce qu'au fond, l'écart a évolué, mais il a évolué aussi par rapport, j'allais dire, au collège électoral. Et ça, c'est un enjeu sur lequel la chaire espère pouvoir apporter une contribution modeste mais réelle, parce que c'est une vraie question pour la science politique. Je vois mon collègue Annie Dominique Régnier ici présent. On sait combien les questions sur le collège électoral sont fondamentales et comment elles peuvent engager des transformations qui ne sont pas à la marge. Elles sont réelles. Et la question de qui figure sur les listes électorales est un véritable sujet en Nouvelle-Calédonie, par exemple, mais aussi à Mayotte, où je l'espère, la chaire pourra travailler à cet objet. Merci beaucoup, Martial. Alors, qui souhaite réagir à la suite de ce propos? Peut-être Stéphane Artano. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer au niveau de la délégation sénatoriale aux Outre-mer? La première chose, c'est que, premièrement, je ne commenterai pas la situation en Nouvelle-Calédonie. Non, mais il faut le dire très humblement, tout simplement, parce que ces cartes mettent en évidence un fait, de mon point de vue, majeur que vous devez tout savoir quand vous allez faire vos recherches, c'est qu'il y a une sociologie locale, vous parliez d'anthropologie tout à l'heure, et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des interactions sur ces territoires. Quand on voit les forces, notamment politiques, on peut même parler de sociologie politique sans doute, de ce qui se passe actuellement pour la désignation du nouveau gouvernement. Et je pense que vraiment, ça met en évidence des subtilités qu'on a du mal à saisir. Et moi, je ne m'inviterai pas à commenter la situation en Nouvelle-Calédonie, pas plus qu'un collègue commenterait la situation sur mon territoire, parce que je pense que chaque territoire a ses propres réalités sociologiques. Et je pense que c'est un élément fondamental, même si, vous l'avez rappelé, il y a des données statistiques qui restent immuables vraisemblablement au travers des différents sondages qui sont réalisés. Mais il y a des éléments de contexte, notamment sur l'histoire politique récente, qui peuvent influencer une décision. Il y a un périmètre, il y a une stabilité politique, il y a l'équilibre des forces politiques qui rentrent en ligne de compte. Et franchement, voilà ce que ça m'inspire. C'est plus en termes de méthodologie, de manière très humble, parce que je ne me permettrai pas de donner des propos, mais si on me demande si je suis attaché à Nouvelle-Calédonie, je pense que beaucoup se font le sens. Je pense que tout le monde aura compris, du coup, qu'on se donne rendez-vous au mois de mars pour les territoriales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vraisemblablement. Madame la présidente. Oui, moi non plus, je ne commenterai pas. Je suis chargée sous l'autorité du ministre des Outre-mer d'organiser ce 3e référendum avec le ministre de l'Intérieur. Donc, voilà, je ne vais pas commenter politiquement l'évolution des résultats. Simplement, je réagis et je rebondis sur le propos de M. Foucault, Marcel Foucault, pour dire que
pour vous interroger sur, vous disiez, il y a un gros enjeu autour du corps électoral et de son évolution. En effet, en Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'un corps électoral restreint et figé. C'est pas là-dessus que je vais faire des commentaires, mais je voudrais m'emparer de ça pour dire que, contrairement à bien des idées reçues, on dit toujours que la France est jacobine, qu'elle est centralisatrice, qu'elle est une et indivisible, que c'est au fond un jardin parfaitement ordonné. Et je crois que les Outre-mer doivent nous faire prendre conscience que ça n'est pas le cas, que la France est aussi un pays qui accepte une grande plasticité institutionnelle. Par exemple, dans la Constitution française, l'article 13 prévoit et accepte, de manière temporaire certes, mais un corps électoral restreint et figé pour les scrutins à l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, de même qu'elle accepte de reconnaître les rois de Wallis et Futuna, de même que la République française à Mayotte, qui s'appelle département parce que les Mahorais considéraient que c'était un moyen d'afficher un lien fort avec la France, parce que le département est une vieille circonscription administrative française. Ce département de Mayotte est en vérité une collectivité unique où la religion musulmane est majoritaire et qui reconnaît un conseil cadial. Enfin voilà, je pourrais multiplier à l'infini, et la Nouvelle-Calédonie aussi multiplie les spécificités institutionnelles pour dire que la France sait aussi faire de la place à l'expression de la différence des cultures, voire des spiritualités qui ne sont pas les siennes. Ferdinand Millar-Soukramaña, vous connaissez parfaitement le sujet calédonien, bien sûr, sans vous demander de commenter politiquement, parce que ce n'est pas l'exercice. Effectivement, d'un point de vue méthodologique, par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire, surtout en tant que membre du conseil scientifique de la chaire? Oui, moi, j'ai pas de difficulté, puisque je suis professeur d'université, donc je peux dire ce que je veux, même si... voilà, bon. Deux remarques très brèves. La première, je pense que beaucoup paieraient pour avoir la troisième carte. Si le CEVIPOF pouvait la fournir maintenant, ce serait très très bien. Bon, non, blague à part, ce qu'on voit prima facie, hein, comme ça, c'est une forme de fracture territoriale qui en plus se double en Nouvelle-Calédonie, comme chacun le sait, ou beaucoup le savent ici, d'une fracture ethnique. Ce qui évidemment peut représenter une difficulté. Donc on pourrait avoir une image de division. Je vais écrire un petit article dans un excellent média, Outre-mer 360, qui s'appelait le consensus perdu, en commentant finalement cette deuxième carte. Donc ça, c'est une première vision. Une autre vision plus optimiste et qui correspond à une forme de réalité qu'on retrouve en réalité, je crois, à des doses variables dans tous les Outre-mer, c'est que cette division illustre aussi que tous les Outre-mer sont plus ou moins traversés par deux aspirations contradictoires. Un besoin d'identité, d'autonomie, de reconnaissance, hein, qui est très fort chez les uns et chez les autres, et en même temps, je m'excuse, à la fois, si vous voulez, un désir de France. Et il est présent en Nouvelle-Calédonie, il est présent en Polynésie, il est présent à La Réunion. Alors les dosages sont variables. Parfois, chez un même être, un même ultramarin, on retrouve ce tiraillement, cette forme de schizophrénie. Donc ça, pour moi, c'est le premier enseignement, c'est-à-dire que voilà, il y a une balance entre deux aspirations contradictoires. Et le deuxième enseignement, sur lequel je serai encore plus bref, c'est que ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment remarquable à bien des égards, à la fois, si on se place du point de vue de la République française, comme il a été dit, mais aussi du point de vue du peuple calédonien, hein, qui existe, qui est reconnu dans notre Constitution, qui fait preuve d'une forme de génie, hein, je le dis comme je le pense, à construire, à imaginer son avenir, à hésiter aussi. Donc il se passe quelque chose là-bas de remarquable, et l'un des enjeux de la chaire, parmi d'autres, à mon avis, ça va être de pouvoir faire travailler des Outre-mer ensemble. Parce que j'ai toujours été stupéfait. Alors, à part la Polynésie, monsieur le député Broverson a écrit quelque chose, a pris une position publique à propos de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ou hier. La Polynésie s'intéresse beaucoup à la Nouvelle-Calédonie pour des raisons qu'on peut comprendre.
comprendre, je n'irai pas plus loin. Mais c'est vrai que, par exemple, La Réunion, les Antilles, etc., Saint-Pierre-et-Miquelon, a fortiori, regarde assez peu ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie. La délégation sénatoriale le fait, la délégation à l'Assemblée nationale le fait, il y a des cercles où on parvient à le faire, mais sur le plan scientifique, par exemple, c'est vrai qu'il y a assez peu de cercles où ce regard est porté et où l'exemple de la Nouvelle-Calédonie est observé et discuté, évalué pour les autres Outre-mer. Donc je pense que ce sera un des enjeux importants de cette chaire, qu'on se regarde mutuellement, qu'on se comprenne et pourquoi pas qu'on avance dans une direction comparable. Monsieur le préfet, je vous laisse peut-être débuter donc le temps d'échange sur les 3 cartes et plus encore. Nous avons une petite vingtaine de minutes pour échanger avant de passer effectivement à la prochaine table ronde. Et je vais alimenter votre réflexion et votre débat avec quelques questions qui sont déjà arrivées sur le Zoom. Monsieur le préfet, je vous en prie. Oui, non, moi je finis sur cette carte. D'abord, le vilain historien démographe que je suis admire déjà le travail que vous allez faire pour passer d'une approche purement quantitative qu'on connaît tous, 18 000 voix entre le oui et le non au premier référendum, 9 000 au deuxième, et l'approche quali que vous voulez faire. Parce que derrière, c'est quasiment aller dans le secret de l'isoloir pour voir comment tout ça s'est conçu, en fonction aussi, vous l'avez dit, des modifications substantielles du corps électoral tel qu'il est aujourd'hui conçu, avec les débats qu'il y a eu au cours des dernières années. Donc là, bon courage, et surtout, je suis très, très, très intéressé du résultat. Et puis, deuxième chose, quand nous sommes arrivés dans cette maison il y a exactement 1 an, aujourd'hui, quasiment jour pour jour, moi, ma première réaction, mais là aussi, c'est une vilaine formation d'historien, j'ai voulu rencontrer tous ceux qui avaient, au cours des 32/22 dernières années, participé au processus calédonien. Et à tous, je leur ai posé cette question: à quoi pensiez-vous au moment où vous négociez, où vous signez les différents accords que l'on connaît bien? Tous, quel que soit, j'ai le droit moi de faire un tout petit peu de politique, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont tous, mais unanimement et spontanément répondu, bien sûr, à l'indépendance. Pour eux, c'était clair que, démographiquement parlant, avec la constitution du corps électoral telle que Sophie l'évoquait tout à l'heure, on allait inévitablement vers l'indépendance. Le résultat n'est pas si évident que ça. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait la force de la recherche et du travail que la chaire va devoir faire, c'est de voir quels sont les moteurs qui font que, alors que les choses semblent évidentes, et heureusement, c'est ça la vie, elles ne le sont pas obligatoirement. Martial, je t'en prie. Donc, je suis d'accord avec vos propos, monsieur le préfet. J'ajouterai un point. Je dirais que j'ai peut-être une plus grande expérience des 2 référendums d'indépendance conduits au Québec, là où j'ai vécu et j'ai travaillé. Et je dois dire qu'à chaque fois qu'on a tenté une comparaison des 2 référendums, à chaque fois on se trompait. Alors bien sûr, il y avait près de 15 ans entre les 2 référendums, mais là où je crois que les 3 séquences, c'est quand même unique, 3 séquences aussi rapprochées dans l'histoire des référendums, c'est unique. Donc on a la possibilité, c'est presque une expérience naturelle, de comprendre comment, d'une part, les dynamiques du corps électoral peuvent affecter le résultat final, mais je rajoute un autre élément, parce qu'il y a eu je me souviens d'une note produite par un institut de sondage, une analyse cartographique après 2018, qui disait quelque chose que l'on n'a pas retrouvé dans notre travail, une sorte de corrélation parfaite, une association parfaite entre le vote pour le oui et la communauté kanak. Bon, quand on regarde de plus près, c'est pas une association parfaite. Elle est forte, mais elle est imparfaite. Et je crois que si on ne tient pas compte de cette dimension, alors on ne comprend pas la géographie du vote. Et en particulier Nouméa. Je crois que Nouméa, c'est, quand on prend bureau de vote par bureau de vote, là on découvre les dynamiques du vote en faveur du oui ou en faveur du non. Ça, c'est le premier élément. Puis mon deuxième commentaire,
Effectivement, je rejoins ce que disait tout à l'heure Ferdinand, cette possibilité, à travers ce processus référendaire, de concevoir finalement les termes de travail entre les Outre-mer serait exceptionnelle. Parce que je ne suis pas certain que la position, effectivement, de la Guyane, la Martinique ou même Saint-Pierre-et-Miquelon vis-à-vis d'une procédure d'autonomie, mais on peut peut-être aller au-delà, ou peut-être moins en termes d'autonomie, mais de voir la question de que veut dire la décentralisation, que veut dire les statuts particuliers pour l'ensemble de ces Outre-mer. Et je crois qu'on pourra avoir de véritables surprises, pas simplement du côté acteur politique, et on est en train de réfléchir à un travail un peu de prospective, comprendre au-delà de ce qui a déjà été fait, et plutôt bien fait dans le cadre des assises des Outre-mer, et on trouve des éléments très intéressants dans le livre bleu, mais d'avoir ce travail de la manière dont on se représente son propre destin individuel dans un territoire autonome, modérément autonome, intensément autonome. Que veut dire autonomie? Donc ça, effectivement, c'est un chantier qu'on va tenter d'ouvrir et de rapidement mener